c'est pas la partie où j'excelle. Mais donc oui, pardon, je mets la vidéo en ligne. Après, je la partage sur Twitter, Facebook, Instagram. Et puis, la première heure, les 2 premières heures, j'essaie de rester présente sous les commentaires. Pas tant parce que je veux voir comment c'est perçu, mais c'est parce que j'ai une peur extrême de m'être trompée dans la vidéo et d'avoir dit une connerie. Et comme j'ai beaucoup de gens qui ont quand même, beaucoup d'expertise dans mon public, je sais que s'il y a une erreur qui est dans ma vidéo, ça va pas prendre plus de 10-15 minutes pour qu'il y ait quelqu'un qui me le fasse savoir. Et donc quand il y a une erreur, je jauge si c'est une erreur grave et qui justifie que je doive enlever la vidéo, ou si c'est des erreurs que certaines personnes estiment d'être des erreurs et que je n'estime pas être des erreurs, et dans ce cas-là, je laisse, la vidéo en ligne. Donc moi, je suis beaucoup dans les commentaires dans les 2 premières heures pour vérifier qu'il y a pas de conneries dans mes vidéos, parce que c'est ma hantise, ultime. Et sinon, c'est ça, c'est le seul service après-vente que je fais, c'est vraiment, partager sur les réseaux sociaux, répondre un petit peu aux messages. Sur Syllabus, donc ma chaîne principale où je fais la vulgarisation scientifique, j'ai du mal à tout suivre parce qu'il y a un peu trop de commentaires. Sur Syllabus Plus, donc là où je parle de la vulgarisation scientifique, de comment est-ce qu'on en fait, là, la communauté est beaucoup plus petite, c'est beaucoup plus restreint, donc là, je vois quasiment tous les commentaires, sauf les vidéos qui marchent beaucoup. Mais en général, je vois quasiment tous les commentaires et je réponds à quasiment tout le monde parce que j'aime cet échange-là. C'est juste que sur Syllabus, ça devient difficile à faire, quoi. OK, merci beaucoup. Thomas, j'ai envie de te poser la même question. Qu'est-ce que c'est que le service après-vente une fois que la vidéo est mise sur YouTube? Qu'est-ce que tu fais de spécial? Ben, ça rejoint un peu Viviane dans le sens où, bon, la première chose, c'est de essayer de partager la vidéo sur tes différents réseaux sociaux pour maximiser le nombre de personnes qui vont venir la voir dès le départ parce que il semble que le nombre de vues dans les premières heures va grandement influencer la probabilité que ta vidéo soit mise de l'avant, en tout cas, soit mise dans les recommandations, dans les tendances. Donc voilà, tu essaies de maximiser le plus possible les premières heures suivant la mise en ligne de ta vidéo. J'essaie aussi de regarder les commentaires aussi, un peu la manière, la même manière que Viviane le fait, quoique moi, j'essaie aussi de pas trop les regarder parce que ça m'angoisse beaucoup les commentaires. Mais pour des erreurs, pour des trucs comme ça, c'est aussi quelque chose que je vais faire, là, m'assurer qu'il y a pas de trop grosse coquille qui est sortie. Ceci, ouais, c'est ça. Euh, Sinon, service après-vente. Je Quand on crois parle que de c'est pas miniatures, par mal ça. exemple, il y en a qui demandent OK. est-ce qu'on prépare les miniatures? Je sais que Viviane a fait une vidéo là-dessus. Il y en a qui demandent est-ce que changer les miniatures, c'est utile? Est-ce que les titres, c'est utile? Parce qu'on regarde tes vignettes à toi, Thomas, des fois, il y a une certaine cohérence. Souvent, on voit ta face qui cherche justement à les Mhm. chercher. Viviane, dans sa vidéo, disait que les vidéos qui marchaient le plus, c'est quand on nous voyait, nous, d'avoir une figure humaine. Sur quoi tu te bases pour faire tes vignettes puis tes titres? OK, donc avant de commencer cette discussion, j'aimerais dire que je suis nul en vignettes et en C'est pas ce titres. qu'on a dit. Et je non, j'aime pas ça non plus. Je trouve à chaque fois que je passe du temps là-dessus, ça m'énerve, mais c'est très, très important sur YouTube parce que c'est, veux pas, tu compétitionnes avec, des milliers de vidéos. Donc il faut que ta vidéo capte l'attention des personnes juste avec la vignette. Donc voilà, on essaie d'avoir, des figures humaines, des émotions sur la vignette, d'avoir un titre qui, hem qui pose une question ou qui intrigue. Ça, Viviane, a fait des vidéos là-dessus, là. Je pense qu'elle va pouvoir rentrer plus en détail dans Ouais. c'est quoi exactement ou peut-être qu'on peut rediriger les gens vers ces vidéos parce que je pense qu'elles sont assez complètes. Mais, il y a différentes choses à faire de manière plus précise, là. Ben, Viviane? c'est sûr que faut avoir une cohérence, Viviane, dans nos vignettes. Bah, et je pense que la cohérence, c'est effectivement une grande qualité parce que c'est ce qui permet de voir à qui on parle, de voir qui c'est qui a publié la vidéo. Donc, c'est toujours important. Après, je suis un petit peu comme Thomas, j'ai pas mal de conseils pour les miniatures, peu que j'arrive à appliquer moi-même. Mm. Mais donc déjà, effectivement, avoir une figure humaine, c'est bien. Moi, je le fais très peu parce que j'ai horreur de mettre ma tête en miniature. Donc,
faites ce que je dis, pas ce que je fais. Parce que pourquoi est-ce qu'une figure humaine? En fait, c'est parce que, on est des humains, puis on aime se parler entre humains et ça permet de retranscrire aussi une émotion. Alors, maintenant, c'est poussé à l'extrême avec des comme ça qui peuvent être assez détestables parfois, mais ça marche. Ça marche parce que l'humain reconnaît une émotion humaine et donc il s'attend à ce à quoi il va trouver. Autre chose, une miniature, ça se lit quand on est dans une écriture occidentale comme la nôtre, de gauche à droite. Donc, il y a une petite logique à où est-ce qu'on va placer les informations, sachant qu'on lit de gauche à droite et de haut en bas. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur la miniature? Avoir un petit côté intriguant, j'avais vu une conférence à VidCon, qui est une Ouais, grosse ouais, je conférence me souviens, tu nous en YouTube. avais parlé, ça. Ouais, et donc le gars, c'était, je me souviens plus de son nom, je vais pas le retrouver, et il racontait que une miniature de vidéo, ça marche mieux si par exemple, c'est quelqu'un qui est en train de jouer au basket et qui envoie son ballon de basket dans le panier. Le panier. Et ça marche mieux si on pose la vidéo quand le ballon est dans les airs et qu'il n'est pas encore dans le panier, plutôt qu'une fois qu'il a passé le panier. Pourquoi? C'est parce que quand le ballon est encore dans les airs, on sent qu'il y a une suite à l'histoire. Il y a une histoire, il y a une intrigue. Elle n'est pas grosse l'intrigue, on s'entend, mais il y a quand même quelque chose. Tandis qu'une fois que le ballon est passé à l'intérieur du panier, eh bien là, l'intrigue est résolue. On n'imagine pas ça va être quoi la suite de l'histoire. Le ballon est déjà dans le panier, donc quelle est la problématique? Donc le tout, c'est d'arriver à avoir une miniature qui raconte une histoire, ce qui est super facile à dire, mais alors à faire, c'est un enfer. On dit ça, mais Tout à moi, fait. écoute, c'est drôle parce que dans mes miniatures, ceux qui sont sur la chaîne, vous avez peut-être vu, moi j'ai tout refait mes miniatures. Puis je suis en train d'enlever en fait mon visage de toutes les miniatures pour prendre juste une image. Puis moi, ce que j'avais lu, c'est que le cerveau, Viviane, corrige-moi si je me trompe, mais 3 mots, c'est ce qui est le plus efficace. Puis j'ai fait 3 lignes, puis j'essaie la plupart du temps de faire des mots extrêmement punchés. Puis il y en a qui disent, il faut poser une question. Par exemple, la vérité cachée sur ce qu'on ne vous a jamais dit sur. Ça, c'est des trucs de BuzzFeed qui fonctionnent très bien, sauf que dans le modèle qui est le nôtre, de celui des fois de la vulgarisation, ben ça marche pas. Puis encore une fois, tu sais, on a toutes des expériences où est-ce qu'on se dit, ah, cette vidéo-là, je sais pas pourquoi elle marche. Moi, j'en ai fait une sur Mhm. l'épilation au Moyen Âge, un 5 minutes, c'est un texte que j'ai adapté d'actuel Moyen Âge. Je me suis dit, bon, ça va passer vite, là. Puis le montage a été fait sérieusement sur un coin de table bien ordinaire. Puis la vidéo est rendue à 350 000 vues. Puis j'ai fait, mais qu'est-ce que c'est? Puis la miniature était dégueulasse. Je l'ai refaite depuis. Mhm. Et pas magnifiquement plus belle. Mais on comprend pas. Puis très honnêtement, on va pas rentrer dans la discussion sur l'algorithme YouTube qui évolue systématiquement pour que peu de gens comprennent. Mhm. Mais à un moment donné, c'est monté comme ça, mais c'est sûr que ce qui aide beaucoup, c'est les collaborations. C'est une des raisons pour laquelle je voulais qu'on soit ici, les trois, pour discuter, puis qu'on fasse ce qu'on appelle un versement d'abonnés, que ceux qui ne connaissaient pas les Thomas et Viviane, que vous alliez voir ce qu'ils font. Je vous remercie, hein, parce que là, on voit que vous êtes 1643 à nous suivre, c'est super gentil. Puis on va en profiter parce que c'est maintenant le temps des questions. Donc on va prendre vos questions. On se donne un petit 15 minutes, là, comme on avait dit qu'on ne voulait pas trop dépasser 1 heure. On a essayé de s'y tenir. On vous rassure aussi tout de suite que c'est possible que si vous ayez raté le début, ça va être disponible sur la chaîne après, avec grand plaisir. Donc, on attend vos questions. Je vous montre un peu la manière dont ça va se passer. On va faire apparaître ici une question. Par exemple, Guillaume Salomon qui dit, des fois, les miniatures, on ne se rend pas forcément compte de quelle chaîne l'a publié. Ça peut être aussi bien d'avoir une identité visuelle qui s'identifie. Ça, c'est vrai, c'est vrai. Si vous avez envie de réagir, Thomas, Absolument. Viviane, vous y allez. Ouais. Ah, vas-y, vas-y, je t'en prie. Ok. Ce que j'allais dire, c'est moi, depuis je pense, un bon 6-8 mois, j'ai créé une identité visuelle et à chaque vidéo, j'ai toujours quelqu'un qui me dit, ouais, mais je sais jamais que c'est toi qui publie la vidéo. Donc, il y a aussi on peut créer une identité visuelle, mais si, si les gens n'arrivent pas à comprendre que c'est ça notre identité visuelle, ça peut être long en fait. C'est long d'instaurer une identité visuelle comme ça. D'où l'intérêt du visage en fait. Le visage, c'est la façon de faire du pauvre, en fait, la façon de faire des gens qui ne savent pas créer une identité visuelle. Tu mets ta face, c'est toi, on le sait, easy peasy. Euh, Ouais, tout à fait. Puis d'ailleurs, je trouve ça très beau, une belle identité visuelle. Puis Laurent, je dois avouer que tes miniatures, je les trouve, je sais pas si c'est toi là, qui les a designées, là, mais je les trouve super non, efficaces, non, c'est simples, pas puis sont moi. belles. Les nouvelles, c'est Ok. vraiment des amis qui m'ont aidé, des vrais professionnels
qui connaissent leur métier contrairement à moi. Puis quand ils m'ont présenté cette identité visuelle-là, j'ai fait pouf. Puis c'est ma Ah blonde ouais? qui m'a dit: ah non, 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 c'est très beau, Laurent, c'est vraiment très beau. Parce qu'ils m'ont expliqué qu'eux autres, ils voulaient un concept où est-ce que l'image, il y a une image qui est détourée un peu grossièrement, puis ça fait comme YouTube qui est un peu détouré. Fait qu'en tout cas, bref. Mais on va passer à une autre question écrit histoire. Ça fait plusieurs commentaires qui nous fait: hormis tout ce dont vous venez de nous entretenir, avez-vous des conseils pour quelqu'un qui vient de se lancer mais qui a du mal à se faire connaître? Comment y êtes-vous parvenu? Écrit histoire, si je me souviens bien, qui a une chaîne d'histoire? Donc je vous invite à aller voir. C'est un peu comme ça qu'on va fonctionner. Si vous avez une chaîne d'histoire, il y en a que je connais, bien sûr, je vais essayer de les relayer, mais expliquez-nous un peu ce que vous faites. Donc Thomas, vas-y. C'est quoi un truc? Imagine quelqu'un qui commence aujourd'hui, en octobre 2020, qui lance sa chaîne YouTube ou qui en a une depuis à peine 6 mois, puis que ça décolle pas. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, alors, il y a des trucs à faire, mais j'aimerais commencer cette discussion-là aussi par dire qu'il y a une grosse proportion de chance dans le succès d'une personne. Si tu, si ta chaîne, si tu es populaire sur YouTube, ça ne veut pas nécessairement dire que le contenu que tu fais est qualitatif. Et à l'inverse, si ta chaîne ne marche pas, ça ne veut pas nécessairement dire que tu es en train de faire du mauvais contenu. Je veux juste que ça soit clair. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance. C'est mon cas. Moi, il y a des fois des vidéos qui ont buzzé dans l'algorithme, qui m'ont fait découvrir par beaucoup de personnes, puis je ne sais pas exactement pour quelle raison. euh, de ce que j'en sais, c'était de la chance. Ceci étant dit, c'est sûr que des choses comme des collaborations avec des créateurs qui ont plus de visibilité que toi, ça aide évidemment te faire parler par des créateurs qui sont assez suivis, te faire recommander. Tout ça, c'est des choses qui te font découvrir puis qui permettent à ton futur public de découvrir. Donc, voilà, je pense que si c'est quelque chose qui est possible, je sais que c'est pas évident. C'est une astuce un peu pas super dans la Non, mesure où, bon, c'est intéressant parce que ça montre quand même que faut pas s'attendre nécessairement à voir que les gens viennent tout de suite. Puis ça prend beaucoup de temps, ça c'est sûr, non? ça prend du temps, puis de l'acharnement, puis de la chance. Mais voilà, si tu peux collaborer. Et puis c'est aussi pour cette raison-là qu'on fait ça aujourd'hui, hein, c'est de créer un écosystème, créer du monde avec lesquels tu peux collaborer. Puis aussi créer le fait de créer un écosystème, ben, ça rend tout le monde plus fort. Donc voilà. Une question pour Thomas. La suite des choses avec l'album et l'avenir des tabous. Après, on va y aller pour Viviane si vous avez des questions spécifiques pour elle. OK. Alors, bon, ben, l'album, le sociofinancement vient tout juste de terminer. Donc, a priori, ben là, il a été financé, il a été plus que financé même. On a atteint 370%, je pense. Donc, s'il y a du monde Wouh, dans bravo! le live Donc, voilà, la suite des choses, ben, ça va être de le faire maintenant. Donc, je vise septembre 2021 pour la sortie. On verra. L'avenir des tabous, même chose. Là, j'aimerais ça en faire au moins 2 autres d'ici la fin de l'année. Mais tabou, je sens que je suis dans une espèce de zone où j'ai de la difficulté à trouver exactement le bon ton et les bons sujets. Et puis ça fait plusieurs mois que je suis dans ce processus-là un peu de remise en question par rapport à tabou. Bien que j'adore ça les faire, mais je suis comme pas tout à fait satisfait du résultat final. On dirait que j'aimerais trouver une manière de rendre ça plus à mon goût, mais j'ai pas encore trouvé comment. Voilà. OK. Viviane, quelqu'un qui se lance sur YouTube aujourd'hui, comment on fait pour se faire découvrir et avoir une reconnaissance, quelle qu'elle soit? La grande problématique de cette question, c'est qu'on ne sait pas y répondre. Parce qu'on a tous été très chanceux, puis c'est très difficile, en plus de ça, parmi tout ce qu'on a fait, de déterminer ça a été quoi le déterminant qui a fait qu'on a été un peu plus connus. Moi, j'ai l'impression que faire partie d'une communauté, ça m'a beaucoup aidée. Donc, ce que j'appelle la communauté, c'est que quand j'ai fait mon blog, avant de passer sur la chaîne YouTube, non, j'ai demandé. Donc, non, j'avais déjà mon blog, puis je suis passée sur YouTube. Et j'ai demandé à faire partie du Café des Sciences, qui est une association française de vulgarisateurs scientifiques. Et j'ai demandé à faire partie de cette association. Et j'ai l'impression que d'être connue dans mon petit milieu à moi, ça m'a permis peut-être que les gens disent: ah oui, si tu veux une chaîne de science, il y a elle.
Ça j'ai pas l'impression que ce soit ça qui ait fait évoluer énormément la chaîne, mais je pense que ça aide d'appartenir à une communauté. Qui est aussi la raison pour laquelle on essaie, de faire ce live, c'est que créer une communauté, ça aide tout le monde et donc je pense déjà, faire partie d'une communauté. Les réseaux sociaux, on en parle beaucoup, j'ai pas l'impression que ce soit si important que ça, quand je regarde, la quantité d'audience qui vient des réseaux sociaux par rapport à la quantité d'audience qui viennent directement de YouTube sur mes vidéos, les réseaux sociaux sont négligeables. Donc je suis pas sûre qu'avoir vraiment une stratégie dans les réseaux sociaux soit vraiment utile. Je pense que c'est plus de, jouer avec, des sujets qui vont parler sur YouTube, mais c'est énormément de chance et puis voilà et quels sont les facteurs, qui nous permettent d'aider cette chance? J'en sais rien. OK. Si je peux me Vas-y, permettre vas-y, Thomas. un petit commentaire rapide aussi par rapport à cette question-là. Je pense qu'une chose aussi, surtout quand on débute, mais en fait tout le temps, mais aussi quand on débute en fait, c'est d'être à rester à l'écoute des commentaires parce qu'il y a souvent beaucoup de personnes bien intentionnées qui Mm. vont te donner des commentaires constructifs pour t'aider à améliorer ton contenu. Puis au début, quand tu commences, c'est normal que ton contenu ne va pas être optimisé. Donc, soyez à l'écoute. On est d'une certaine manière dans l'industrie du service. Hein. On donne. Les gens veulent être divertis, les gens veulent apprendre, puis on essaie de leur offrir ça. On le fait pour nous, mais on le fait surtout pour les autres, d'une certaine manière. Donc, soyez à l'écoute de votre public. Thomas, une question rapide pour toi. Quel est ton budget clavier vu le nombre que tu as explosé? En fait, je vais révéler quelque chose là. Je tape à côté de mon clavier parce qu'en fait, pour ceux qui connaissent dans ma série Tabou, j'ai comme l'habitude de taper fort sur mon clavier. Puis les gens sont comme mon Dieu, tu dois briser tellement de clavier. Mais en fait, c'est que je frappe à côté. Puis de cette manière-là, de cette manière-là, je brise pas mon clavier. Ça, c'est une grande astuce. Brisez pas vos claviers à la maison. Bon. Laurent, Oui, oui, je vas-y. je te retournerai la question de savoir comment, développer l'audience parce que nous, Thomas et moi, ça fait quand même longtemps qu'on est là, donc il y a eu beaucoup de choses qui se sont accumulées au point où on ne sait pas trop ce qui a marché ou pas, mais toi, c'est plus récent, donc peut-être que tu as une meilleure vision de comment est-ce que tu as pu augmenter ton audience, rapidement? Parce que c'est quand même Ben, rapide là, ça fait 2 ans, puis tu es ouais, à combien? 120, 130, 140, 160? 142 aujourd'hui. Eh, Faut dire, puis il y a quelqu'un qui me le signalait d'ailleurs, je vais retrouver le commentaire, c'est Kyo qui disait Vive les collaborations, je t'ai connu Laurent par Nota Bene, donc Benjamin Brio, et il vient de vous connaître par ce live-là. Donc c'est vrai que les collaborations fonctionnent très bien. Moi, bien honnêtement, j'ai commencé par écrire pour Benjamin pour voir comment ça se passait. J'étais pas du tout sûr de moi, je me disais je sais pas comment faire des vidéos, puis peu à peu je l'ai appris comme ça. Puis après ça, j'ai décidé de me lancer. J'ai eu beaucoup de chance. La première vidéo qui était sur l'histoire du caca, le Devoir, qui est un journal ici, l'a relayé. Ça a monté. J'étais chroniqueur à Salut Bonjour. Ils ont parlé un peu de ma chaîne. Puis tranquillement, comme ça a monté. J'avoue que ma présence dans les médias m'a vraiment beaucoup aidé. Mais bien honnêtement, là, pour être sincère, la présence que j'ai eue au mois de mars dernier, à Tout le monde en parle, l'émission a fait grimper la chaîne. J'ai pris 15 000 abonnés en une semaine et demie. Puis ça a été... c'est un don de Dieu, là, carrément. Là. Vraiment, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir été invité là. Puis plus encore, d'avoir eu un transfert d'abonnés. Puis depuis, ça a explosé. Puis c'est ça la grande difficulté. À un moment donné, on se dit comment on fait pour passer un palier. Puis c'est vraiment de se diversifier, peut-être d'écrire pour les autres, d'inviter les autres. Puis il y en a beaucoup, parce que je ne veux pas parler trop de moi là-dessus, mais il y en a beaucoup qui nous demandent, Thomas et Viviane, comment vous faites pour choisir vos sujets? Et surtout, comment vous déterminez que ce sujet-là est assez bon pour faire partie d'une vidéo? Viviane, je pense qu'on va y aller avec toi pour commencer. Ouais, alors, c'est facile, c'est le sujet que j'ai envie de faire à ce moment-là, tout simplement. Donc, je me pose des questions à la con, puis quand c'est bien à la con, je me dis que ça va bien marcher. Ça marche pas toujours. Ma capacité à prédire qu'une vidéo va marcher est absolument nulle. Ça, c'est une fois sur deux, ça marche, donc autant dire le hasard. Donc c'est difficile à dire. Donc ça, moi, les sujets, c'est ceux qui me tentent à ce moment-là. Je prends quasiment plus de notes sur des idées de sujets parce que j'en ai trop. Et une bonne idée de sujet, en fait, c'est celle que j'ai envie de faire au moment où ça tombe, grosso modo.
OK. Ça, c'est évidemment quand je suis ma propre boss, c'est que, je travaille pas avec une autre boîte de production. Quand il y a une boîte de prod derrière, on est un petit peu obligé d'avoir un thème, un petit peu obligé de prévoir les choses beaucoup plus d'avance. Mais si je suis sur ma chaîne et que j'ai 100% de liberté, bah, dans ce cas-là, c'est ce que j'ai envie de faire au moment où j'ai envie de le faire. Et puis, j'ose espérer que l'audience qui me regarde est une audience qui a les mêmes intérêts que moi. Tu vois, il y en a qui rajoutent, parce que je t'envoie tout de suite la question à toi, la stratégie de faire une vidéo de merde pour bien se lancer. Bah, ça, c'est pour toi, en référence à ta vidéo sur le caca, hein. Ouais, mais en même temps, je le prends de manière métaphorique aussi, de se Uh-huh. lancer sur une vidéo qui a un peu tendance. Tu sais, tu dis, tu te poses des questions à la con, puis je veux faire une vidéo avec ça. Finalement, c'est de s'inspirer de son quotidien pour essayer de lancer quelque chose, c'est ça. Ben, pour moi, oui, mais c'est vraiment pas le cas de tout le monde parce que moi, j'aime beaucoup la science du quotidien parce que euh, j'aime en fait qu'un objet qui a l'air complètement banal, on y trouve quelque chose de merveilleux. Tout d'un coup, on se Mhm. met à le regarder en disant oh waouh. Là, je prépare une vidéo sur les têtes de vis. Donc, le fait que ce soit des Philips, là, un Non. cruciforme, Mais un arrête, carré. c'est affreux parce que moi, je voulais faire une vidéo sur l'histoire des C'est vrai? vis. Oui. Ok, bon, on va se faire une collaboration. Et Voilà. voilà comment Collaboration. commence une collaboration. Thomas, pourrais-tu nous faire une toune pour ça? Comme ça, OK, on aurait allez, une c'est parti. collaboration à deux avec une de tes tunes, puis tu pourrais nous péter Let's un go. clavier à la fin. Fait que L'histoire là, des vis, parfait. on vient de faire comment la manière dont se construit une collaboration. Bon, Mais c'est euh, trop drôle. Thomas, je te relance la question à toi sur... Voyons, j'ai perdu la question. Viens de moi. Où est-ce qu'elle était? Euh, Oui, Quelle question? comment viennent les sujets? Mhm. Par exemple, sur la chaîne Tabou, tu nous disais que, pas la chaîne, mais sur ta section Tabou, que tu faisais beaucoup moins. Sur quoi tu t'inspires? Qu'est-ce qui est fondamental pour toi? Si un Canadien anglais dit la marque du Québec ou un humoriste français fait mal l'accent québécois, tu te dis, faut que je réagisse? Ben moi, moi j'essaie de parler de sujets de société ou du moins de trucs qui s'inscrivent un peu dans le paysage socioculturel là, d'une certaine manière. Donc c'est sûr que je vais essayer quand même de m'inspirer de l'actualité puis de ce genre de choses-là, sans nécessairement parler d'actualité parce que ça me prend trop de temps à faire une vidéo pour qu'elle soit encore d'actualité, justement, au moment où je la sors. Donc, je vais essayer juste de m'inspirer en général de ce qui est en train de se passer, des gros titres, tout ça. Puis, quand j'ai un sujet ah, peut-être que ça pourrait être possible, ben, je vais commencer à faire de la recherche dessus. Et souvent, à cette étape-là, j'annule la vidéo. J'arrête d'aller plus loin parce que je me rends compte que soit c'est moins intéressant que je pensais, soit qu'il n'y a pas assez, j'ai pas assez d'informations pour me faire une idée claire sur le sujet, ou tout simplement, il n'y a pas assez de contenu vidéographique à mettre de l'avant parce que Tabou euh, a besoin de contenu vidéo. C'est ça le- ça fait partie de l'ADN de la série. Donc, s'il n'y a personne qui en parle en vidéo, ben, le sujet est comme moins intéressant dans ce format-là. OK. Voilà. Moi, de mon côté, je vous avouerai que dernièrement, j'ai un peu changé la version de la chaîne pour en faire une chaîne aussi qui était de l'actualité historique. Vous avez vu, là, dernièrement, j'ai fait une vidéo sur les masques dans l'histoire parce que on en parlait énormément. J'ai fait une vidéo sur l'histoire du racisme avec l'histoire de George Floyd parce que je pense qu'on peut avoir un écho qui est extrêmement, qui a une permanence qui s'inscrit quand même dans l'actualité, contrairement à ce qu'on pense. La seule difficulté, c'est qu'il faut travailler vite. Je ne conseillerais pas de commencer par ça. Travaillez sur des intemporels dans un premier temps, puis surtout, faites pas des vidéos à la chaîne pour commencer. Faites-en un et quand vous l'uploadez, mettez-le en non répertorié, c'est-à-dire c'est pas tout le monde qui peut le voir. En fait, personne ne peut le voir, sauf aux gens à qui vous l'envoyez. Moi, j'ai fait l'erreur la première fois de mettre ma vidéo directement publique, puis mon son était, sans faire de jeu de mots, à chier. Et je me suis vraiment fait ramasser côté sonore. En fait, je suis en train de me demander si je vais pas la réenregistrer avec la technique aujourd'hui pour voir si je peux faire plus fort parce que la vidéo est quand même rendue assez forte. Je vous ramène les deux. On va se faire encore un petit 10 minutes de questions en rafale. Donc, on va faire des réponses très courtes. Là, je vous bouge plus, vous restez à l'écran pour les 10 dernières minutes. Oui, syllabus de History Guy. En effet, History Guy a fait une séquence sur l'histoire des vices. C'est de lui que je m'étais inspiré. Mais je pense qu'on peut aller plus loin encore.
Ça, c'est l'autre intérêt, l'autre élément qui est intéressant. Alors, si vous avez des questions... Surtout en étant canadien. Surtout en Ouais! étant canadien. Ben, Mais bref, je on suis rap- passionnée par ce sujet, je suis surexcitée sur ce sujet, ne me lancez pas. Vive Ben, Robertson. ben, on va le faire, sérieux, là, on va le faire. Puis on va essayer de s'arranger pour faire pas un simili-live, mais quelque chose comme ça. Pour ceux qui se joignent à nous, on vous rappelle que la raison de ce live-là, c'est pour encourager les gens à se lancer sur YouTube, pour vous décomplexer, pour vous montrer aussi comment nous, on travaille, en attendant certaines questions qui pourraient être levées, parce que là, on est lancé sur les vis, puis il y a plein de gens qui expliquent des choses que je ne comprends pas. Donc, très bien pour vous, les visseux. Mais en attendant, Thomas, Viviane, la pire